Vi presento... Je vous présente tout de suite nos amis qui sont arrivés du Venezuela il y a quelques jours, exprès pour être avec nous ce jour-là. Tout d'abord, Sumit Esteves, qui est un chef, entrepreneur, écrivain et éducateur. Avec sa femme, il a fondé une fondation qui s'appelle Fogones de Bandera, qui s'occupe en particulier de l'alimentation et pour la pauvreté. C'est une personne très importante. Il a gagné les prix les principaux, comme si c'était vraiment un chef étoilé. Il a gagné les prix les majeurs qu'il y a en Venezuela. Faisons-lui un applaudissement. Poi abbiamo... Ensuite, on a Anna Cristina, qui est, même en étant très jeune, elle est architecte, designer urbaine. Elle enseigne à l'Université centrale de Venezuela. Elle vit à Caracas et en 2014, elle a fondé une œuvre non-profit qui s'appelle Trazando el Espacio, qui implique les jeunes dans les espaces, surtout pour qu'ils se découvrent dans une communauté. Ensuite, on fait un applaudissement même pour Anna. Et ensuite, on a Alejandro. Alejandro qui est un très grand ami. Il a déjà été invité au meeting de Rimini. Et Alejandro a cette année 20 ans de mariage et 4 filles. Et son histoire, un applaudissement juste pour ceux. Son histoire d'ex-dirigeant d'importantes entreprises avec un but de gagne, il a décidé de changer sa vie pour amour de la patrie, de la famille, de la terre, de ses amis. Il a décidé de fonder cette organisation qui s'appelle Trabajo y Persona, pardon, et a le but d'enseigner le goût du travail et faire découvrir comment la dignité de la personne soit liée au travail, même en inventant des occasions de travail et en formant des personnes au travail. Il nous racontera, et c'est vraiment le royaume de la fantaisie, de la créativité dans son œuvre. Et un applaudissement. La rencontre d'aujourd'hui, qui a comme titre l'exemple de la société civile, témoignage du Venezuela, raconterait vraiment de ça. De comment en chacun de nous, il y a une très profonde irréducibilité qui nous mène toujours en n'importe quel type de conditions. Nous tous, on est en train de suivre ce qui se passe en Venezuela dans les journaux, qui nous mène à être des personnes, qui nous mènent à désirer de construire et ne pas s'arrêter par rapport au désir de pouvoir rencontrer l'autre, qui est toujours une personne. Quand il se passe cela, il frappe toujours quand il se passe dans plusieurs contextes, en écoutant leurs racontes, ça frappe et on a beaucoup de questions sur cela. Pour cela, je ne veux pas enlever beaucoup de temps, je veux passer la parole tout de suite en disant que cette irréducibilité a toujours été des rencontres à quelque chose qui se passe et qui change la vie. Et je dirais que le témoignage de Sudmito, c'est vraiment pour ce changement dont il nous parlera. Merci. Okay. Je veux lire mon allocution en espagnol. Je suis désolée de ne pas pouvoir parler votre belle langue. C'est pour cela que je vais lire mon intervention. Chers amis, quelqu'un m'a demandé de parler d'un témoignage de civilisation d'un pays qui était sur le bord d'un abîme. Je veux vous raconter une histoire de conversion, une histoire de quelqu'un qui n'a pas été créé avec des rituels, qui ne les a pas hérités, mais qui a hérité une expérience humaine, qui l'a invité à vivre de façon humaine. Il s'agit de l'histoire d'un homme qui arrivait à être adulte sans beaucoup de préjugés et des rituels imposés. Et ainsi, en Christ,
Dans le Christ, il a découvert son histoire, mon histoire. À la moitié de 2009, ma femme et moi, après une longue vie professionnelle à Caracas, la capitale de Venezuela, on a décidé de nous déplacer à l'île de Margarita. On l'a fait pour l'amour vers la mer et pour que on pensait passer notre vieillesse ici à la mer. Ce n'était pas notre premier mariage, donc c'était très beau de pouvoir passer les ans de la vieillesse ici. Vous voyez les images, ça c'est où j'habite. Quand nous sommes arrivés dans cette île, j'étais très célèbre au Venezuela. À cette époque, je passais à la télé pour mon programme de cuisine et j'écrivais une rubrique pour les quotidiens du pays. L'île était la possibilité de faire des choses seule, sans la célébrité et tout. Ma femme et moi, nous sommes très timides, nous pouvons passer des semaines tout seuls, on joue à Scrabble, nous regardons des films, nous allons à la plage. Nous ne sommes pas antisociales, on est un peu timides. Nous aimons la compagnie mutuelle. L'île était parfaite dans ce sens. Nous ne connaissons personne et il n'y avait pas beaucoup de vie sociale. Ce n'était pas la capitale du pays. C'était l'endroit parfait pour un couple solitaire qui n'était pas habitué aux relations sociales. Sylvia et moi, on est des entrepreneurs. Donc, à la fin de 2010, on a construit une école de cuisine sur un terrain qu'on a acheté sur le mont de l'île. Après un mois de l'inauguration, il y a eu une forte et grave inondation et tous nos efforts étaient couverts par la boue. Dans ce matin de désolation, on était assis sur la porte de cette école, silencieux et impuissants. À l'improviste, on a vu nos voisins qui arrivaient, des voisins qu'on ne connaissait pas. Ils ont commencé à nous aider à enlever la boue. Ils étaient presque 20. Ma femme était allée chercher de la nourriture. Je ne comprenais plus rien. Pourquoi ils nous aidaient si nous n'étions pas leurs amis? Nous n'avons pas perdu notre maison. À la fin de la journée, ils avaient enlevé beaucoup de boue et je leur dis, attendez, les femmes, ma femme est allée chercher de la nourriture pour eux, mais ils m'ont dit, on n'a pas de temps parce qu'il y a encore d'autres personnes qu'il faut aider. Donc, ils sont partis, ils étaient arrivés et ils sont partis. Ce jour-là, mon école était retournée comme au début. Mais il a fallu après un an pour la réouvrir. Mais ce jour-là, j'étais changée complètement. Ce jour, peut-être non pas avec la conscience que j'ai maintenant, je me suis rendu compte que je n'étais pas une personne solitaire. Loin de moi, c'était d'imaginer que en 22 octobre des années après, que j'aurais été baptisée dans la foi catholique. Après, il y a eu beaucoup de rencontres. Je n'ai pas beaucoup de temps, donc je veux synthétiser tout en 4 noms. Parce que ce jour-là, où je suis née de la boue, je n'ai plus été sourd à la rencontre avec l'autre. L'école a été réouverte. Donc, ma femme et moi, on a décidé d'organiser une foire gastronomique. On s'est inspiré à une foire italienne à Montepulciano. Et notre jardinier est venu me récupérer à l'aéroport et m'a dit qu'il avait cuisiné, il avait expérimenté quand je n'étais pas là, parce qu'on était rentré à Caracas. Il a participé à cette foire, à un concours qu'il y avait. Il s'appelle Alberto et il a commencé à se former, à travailler dans la cuisine. Un jour, ma famille et moi, on lui a dit qu'on voulait le licencier, le virer, parce qu'il était prêt pour commencer son activité et le travail pour nous en tant que jardinier, arrêter sa carrière. Maintenant, il est
très très célèbre et cette foire fait partie d'un mouvement de festival de route. Et on a fondé une fondation Fogone si Bandera et nous avons un cours de gastronomie pour former les personnes dans leur maison et pour former de la micro-occupation. Cette fondation est née pour la rencontre avec ce jardinier et parce que je l'ai vraiment écouté, pas seulement pour de formalisme. L'autre histoire est l'histoire de Oscar. Il vivait dans un village de montagne à 1000 km de l'île. Il m'avait envoyé une carte très belle où il m'expliquait qu'il n'avait pas de ressources. Il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent pour avoir de bourses. Il m'a envoyé seulement une lettre pour me raconter son amour pour la cuisine. On l'a hébergé, on lui a offert un travail dans notre restaurant et on lui a donné aussi une bourse. Il a été notre premier étudiant avec une bourse d'études. Maintenant, on a un système national de bourses à partir de notre fondation. Nous avons donné des centaines de bourses. Il y a des parrains qui se trouvent dans plusieurs endroits du pays. Oscar est le garçon qui a écrit cette lettre et maintenant il est parrain à son tour d'un jeune. Cela s'est passé le système de bourse grâce à la rencontre avec Oscar. Je avais déjà compris que appartenir à une communauté et faire une rencontre était quelque chose de plus. Mais c'était seulement une intuition. La troisième histoire est l'histoire des Palmeros. Et Palmeros monte en montagne avant le dimanche des rameaux pour récolter les palmiers nécessaires pour faire les rameaux. Ils descendent avant le pèlerinage. Ces plantes sont sont bénies, pardon. Et après, il y a la célébration du dimanche des rameaux. Ils m'ont reconnu parce que j'étais célèbre. Ils m'ont invité à faire une soupe qui s'appelle frijolada pour donner de la nourriture à ceux qui portent la procession avec le Christ mort. 2 ans après, je les ai vus pendant leur procession et l'un d'entre eux m'ont dit on vous attendait. Et de ce moment-là, j'ai commencé à participer à toutes les processions pendant la Semaine Sainte. Et je suis allée le matin très tôt pour préparer la soupe, mais ils le font pas seulement pour les personnes du cortège, du pèlerinage, mais pour toutes les personnes du village. C'est une longue histoire, mais aujourd'hui, je suis un palmero aussi, et cette année, j'étais invitée à porter le Christ mort. Et c'est vraiment un honneur. Il s'agit de dormir dans la montagne, dans les montagnes, dans le bois. Et c'est une expérience incroyable. Tout est commencé parce que j'ai osé préparer la soupe avec eux, cuisiner. L'histoire est en train de finir, mais je veux encore vous parler du père Irénéo. Ma belle-mère est morte dans sa maison. Elle avait toujours un sourire forcé, des personnes qui souffrent mais qui ne veulent pas faire préoccuper leur famille. Un jour, je suis arrivée à sa maison et ma femme m'a demandé de chercher un prêtre. Je n'étais pas catholique et je ne savais pas où chercher un prêtre. Je suis allée dans une église tout proche, mais bien sûr, les prêtres ne vivent pas dans les églises. Donc, j'ai appelé une amie qui, après, est devenue ma marraine du baptême. Je lui ai demandé de l'aide et elle appelait le père Irénéo. Et j'étais le témoin du sacrement de l'extrême onction. J'ai vu le père Irénéo qui a remercié la femme de ma femme, ma belle-mère, qui, après 5 heures, elle est morte, mais elle n'a jamais changé son visage. Toutes les personnes qui m'avaient touchée, qui m'avaient enseigné quelque chose, ma femme comprise, me l'avaient fait
faire grâce à leur exemple. Ils n'étaient pas présents pour les célébrations, pour les respects avec les autorités, parce que c'est une conséquence, ce n'est pas un but. Mais il s'agissait de la possibilité d'être un témoin d'une façon de vivre la vie, une façon chrétienne. Après un an, je savais que le Christ pouvait être la solution. Un jour, j'étais dans une procession, j'ai vu la Vierge de la Vallée. Quand la Vierge est passée, j'ai commencé à pleurer sans raison. Donc, le jour après, je suis allée chercher le Père Irénéo qui avait donné les derniers sacrements à ma belle-mère. Et le 22 octobre 2015, j'ai reçu le baptême dans l'Iglesia del Cristo del Buen Viaje, grâce au Père Irénée. Le Père Irénée avait pleuré face à ma belle-mère pendant les derniers sacrements. Et pour moi, ces moments-là, c'était une sorte de... c'était ridicule. Mais je suis allée vers lui. Je ne me suis pas convertie parce que j'étais vieux, parce que j'avais peur, mais parce que depuis des années, je voyais des chrétiens être des chrétiens. Récemment, dans mon pays, un soldat a tué très cruellement un étudiant pendant une manifestation. Le Venezuela entier était un témoin de cela. On a rejoint un point très bas, pendant des mois de mort. La mère de ce garçon, un jour, a été interviewée et les journalistes, elle a dit aux journalistes qu'elle demandait la justice, mais qu'elle pardonnait l'assassin, le meurtrier de son fils. Et sur les réseaux sociaux, elle a été insultée et critiquée. Toutes ces personnes étaient surtout des jeunes qui ne croient pas à la possibilité d'un pardon combiné à la justice et qui pensent que ce pardon soit impossible. Jean-Paul II l'a dit. Il y a des jeunes qui savent que le pardon chrétien existe, mais ils ne croient pas. Et il y a des jeunes chrétiens qui vont à la messe, qui suivent des rituels, mais qui répètent la prière du Notre Père, mais qui ne croit pas à ce pardon. Il faut lui démontrer que c'est grâce à la relation avec d'autres personnes que l'on peut créer une nouvelle culture. Certes, maintenant, je lis les œuvres du Père Giussani, du Père Caron, j'étudie, je le fais aussi pour mon esprit, parce que grâce à la relation avec les amis de Communion et Libération, j'ai compris comment je peux former un certain type d'intuition. Et surtout parce que j'ai besoin d'une méthode. Je me consacre à l'entrepreneuriat social. Je pourrais vous montrer différents témoignages de comment en Venezuela, ce Venezuela civil, de civilisation, trouve un espace pour cette fausse civilisation. Je pourrais vous raconter l'histoire de notre fondation. Mes collègues Anna et Alejandro sont un exemple très beau de comment dans notre pays il peut y avoir ces exemples de civilisation. Mais je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, j'ai une certitude. Et ce n'est que la vie chrétienne simple, que le Christ nous a enseigné, que tout peut comprendre. Je continuerai d'étudier, à créer des réseaux, à travailler pour l'entrepreneuriat social en contribuant à la construction d'un pays très divisé avec mes doutes, mes craintes. Je vais échapper, je vais retourner, mais depuis que je suis chrétien, tout cela est beaucoup plus simple. Et je vous montre au final de mon équipe, la photo de mon équipe. Merci. Buongiorno,
Anna. Allez, Anna, tu peux aller toute seule. Je veux vous remercier pour l'opportunité d'être à Rimini, mais je parlerai en espagnol parce que c'est plus simple pour moi de transmettre mon témoignage en espagnol. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une histoire que parle de rencontrer soi-même pour inviter les autres à se rencontrer. Et elle parle du fait de comprendre où l'on est, à quoi on appartient, se comprendre où, d'où nous venons, d'où nous provenons, et se sentir capable de transformer ce qui nous plaît pas, ou que peut être amélioré dans notre communauté. Mon histoire, c'est une histoire qui part de la peur, de comment on affronte les peurs et voir les peurs comme des opportunités pour moi. Pour moi, ça, c'est une image qui synthèse mon idée. On voit une toile plein de moments différents qui on ne comprend pas comment on se lie entre eux, mais qui forment une image unique. Et à un certain moment, tout prend un sens et on comprend qu'il s'agit d'une image unique. Je viens du Venezuela. C'est un très beau pays qui a beaucoup d'opportunités, mais qui malheureusement mais qui a eu beaucoup de moments très difficiles. J'ai grandi à Caracas, qui est la capitale du Venezuela. Elle a 5 millions de personnes, d'habitants, et les 50% de la population vivent dans des insertions informelles. C'est un endroit où il n'y a pas d'opportunité d'un point de vue d'urbanisme. Ils sont des endroits dans des zones très très violentes. Il n'y a pas d'espace public non plus. Il y a 5 ans, j'ai eu la possibilité d'aller aux États-Unis pour étudier au MIT et participer à un master et de projection urbanistique. Pendant la première année, on nous a fait dessiner une ligne du temps et le professeur nous avait raconté comment les villes ont grandi dans le temps durant l'histoire du monde. Quand on est arrivé en 2012, le professeur nous a demandé qu'est-ce qui se passera à votre avis, comment les villes vont grandir après 40 ans et comment serez-vous dans l'espace et le temps que vous avez pour travailler comme professionnel. Maintenant, on sait tous que chaque jour, il y a toujours plus des personnes qui se déplacent des zones rurales à des zones urbaines. Et un troisième, ces personnes vivent dans des zones qui ont été créées spontanément grâce à la contribution des personnes. En même temps, on vit dans une âge de la participation qui nous permet de nous rencontrer en beaucoup de formes différentes que pendant le passé, ce n'était pas possible. Et comment donc nous adapter à la rapidité de la ville? Comment peut-on inclure et comment pouvons-nous utiliser les outils qu'on a pour faire la différence? Après cette année de master, j'ai décidé de penser à une méthodologie, à une méthode pour voir les espaces publics d'un point de vue des citoyens, donc du point de vue de ceux qui vivent dans les espaces urbains. Et j'ai décidé donc d'aller en Inde, pour travailler avec les jeunes, pour comprendre qu'est-ce que c'était selon eux l'espace public et comment il allait concevoir l'espace public. Cette idée de comprendre la ville et les habitants a été le thème, le sujet principal de ma thèse, de mon mémoire. Après, je suis revenu en Inde avec plein de types pour travailler à Malbani, qui est une zone, une des zones les plus dangereuses de Mumbai, qui est de manière prévalente musulmane. J'ai participé à la réunion avec un des professeurs de l'école locale qui m'a aidé à mettre en pratique cette méthodologie que j'avais inventée. Et à un certain moment, j'ai senti une peur très forte, très épouvantable. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de peur parce que j'étais dans un contexte très différent du mien. J'étais une femme toute seule et je me suis demandé qu'est-ce que j'ai fait moi, très loin de chez moi, de l'autre côté du monde, pour essayer de comprendre un côté du monde très différent du mien. À ce moment-là, une petite fille est entrée dans la pièce et elle avait dans sa main une croix. Et pour moi, cette croix
a été le symbole de ce que j'avais besoin pour comprendre que même si c'était peut-être ça pouvait sembler une chose de fou être en Inde en ce moment-là, et ça m'a fait comprendre que c'était vraiment le parcours que je devais faire. Ça a été un signal qui pour moi était très important, qui m'a vraiment marqué, pardon, parce qu'il faut penser que et c'était pas une coïncidence, c'était un signe de la providence. Les mois d'après ont été pour moi entre les mois les meilleurs de ma vie pour ce qui concerne la créativité, parce qu'à moi, il s'est allumé une étincelle. J'ai commencé à travailler jour et nuit pour terminer cette méthodologie que j'avais commencé à préparer en Inde, et ensuite elle est devenue mon mémoire de master. Après avoir complété le master, je me suis trouvé à affronter une autre peur. Et je me suis rappelé de cette croix. Et donc, j'ai décidé de revenir à mon pays. Un pays qui, déjà en 2014, était en train de passer déjà une période très difficile. Il y avait déjà des manifestations de route, dans la route, où on se trouve, on sait tous où on se trouve maintenant d'un point de vue politique. Mais j'ai décidé que c'était l'endroit où ma méthode que j'avais développée, ça aurait été plus utile. Et donc, j'ai commencé à me rendre dans beaucoup de communautés en Venezuela, et j'ai commencé à travailler avec les enfants pour leur expliquer cette façon de voir la ville de leur point de vue et transformer donc la ville. Après un an en Venezuela, on a notre organisation, elle s'appelle Trazando Espacios. C'est une organisation sans profit qui enseigne aux jeunes comment peut-on utiliser les dessins organisatifs pour transformer les espaces urbanistiques. Le projet était personnel, mais après, il est devenu une organisation. Et chacune des personnes qui travaillent avec moi, c'est une personne merveilleuse parce qu'elle a amené sa contribution pour participer à cette idée. On a travaillé avec beaucoup plus de 200 volontaires en beaucoup de parties du monde. On a travaillé en 5 États différents, en différentes communautés. On a transformé 600 mètres carrés d'espace public, et ça, ce sont quelques organisations avec lesquelles on a travaillé et qui nous ont aidés et qui nous ont vraiment aidés pour mener à l'avant notre travail en Venezuela. Je vous fais comprendre un peu ce qu'on fait, nous. Tout se base sur ce qu'on appelle le cycle de transformation. On parle de l'observation de la communauté. Après, on imagine comment on pourrait changer l'espace public et ensuite, on les transforme. Et tout commence avec le mot identité. Il faut comprendre que l'espace public reflète l'identité locale. Et donc, chaque garçon a un sac où il dessine une lettre pour lui faire comprendre qu'il fait partie d'un groupe. Donc, tout d'abord, on a ce cadre en carton. Donc, tout d'abord, on observe. Donc, on invite les garçons à observer ce qu'ils n'avaient jamais vu. Donc, ils prennent des photos. Et après, on crée une seule carte pour que ces opportunités qui font partie du même espace, qui appartient à une seule communauté. Et ça appartient à tout le monde. Donc, on montre à toute la communauté ces cartes pour comprendre comment on peut transformer les espaces. Et ensuite, on commence à imaginer comment ce lieu peut changer, peut être différent. Et c'est vraiment très beau de capter les enfants. C'est une œuvre d'art, c'est un chef-d'œuvre qui devient un espace à disposition de toute la communauté. Donc, on passe le temps à parler avec les personnes qui vivent dans cette communauté. On essaye de les impliquer et on leur demande comment peut-on changer l'espace où l'on vit. Et par la suite, on sort envers la communauté pour chercher l'inspiration ailleurs. Et les petits garçons apprennent aussi l'architecture, les bases de l'architecture. Ils apprennent à mesurer, ils apprennent à utiliser les outils de l'architecte. Et après, ils font des propositions qui sont assez réalistes. Et bien naturellement, ils font une sorte de concours. Et ensuite, on choisit ce qu'on va construire, ce qu'on va transformer. Quand l'on construit, l'on part toujours de l'idée que la transformation de l'espace public n'est pas une œuvre, c'est pas une œuvre quiconque. C'est une œuvre qui se construit pixel pour pixel. C'est une œuvre très petite, mais qui doit être faite très bien. Et ensuite, aux garçons,
on apprend aussi à utiliser les instruments, les outils de base de la construction et aussi les matériels de tri. Et dans chaque intervention, on prévoit que au moins les 20% du matériel, ce soit de matériel de recyclage. Et donc, on ne le jette pas, mais ça devient quelque chose d'utile. Et une autre chose qu'on fait, qui est très importante quand on doit construire, c'est enseigner aux enfants que ça n'existe pas un plan parfait, mais il y a des instructions graphiques très simples qu'on peut utiliser et répliquer et répéter pour changer quelque chose, même chez eux, pour des projets futurs. C'est très beau parce que on a la possibilité de regarder les dessins et après le transformer en réalité. Donc, voir le sourire d'un enfant quand son projet devient réalité, c'est vraiment très beau. Et on a déjà impliqué beaucoup de communautés en Venezuela. Vous voyez les photos. Mais peut-être la chose la plus belle de tout ça n'est pas seulement les photos des résultats qu'on a obtenus. Et donc le fait que très souvent, on a créé des lieux où on peut se rencontrer. Mais c'est le processus qu'il y a derrière tout ça. Donc le fait que toutes les personnes se rencontrent, et parfois les architectes sont habitués à dessiner une chose très belle, et il y a une œuvre prête à réaliser. Mais la chose la plus importante, c'est de penser, c'est quoi le parcours qui nous mène à tout ça. En Inde, la première fois qu'on a transformé un espace public, on a récolté $15 pour transformer. Et l'espace, c'était les enfants qui l'avaient dessiné. Les enfants ont nettoyé tous ces espaces, après ils ont peint tous les murs. Et après, pour moi, c'était un moment difficile parce que moi, j'ai été formé pour changer radicalement, de manière importante, un espace. J'étais en train de rien changer, j'étais en train de le requalifier. Mais je me suis rendu compte que je ne devais pas faire des choses selon un point de vue d'architecte formé. Mais je devais faire ce qui, pour les enfants, était important. Donc, ça a été très important, très beau, de voir comment, en 2 heures, un espace est devenu totalement renouvelé. Et je vais terminer cette histoire avec une question. Quelle est ta place dans l'espace et dans le temps où tu vis? Pour moi, la réponse est très simple parce qu'à travers le travail qu'on fait, j'ai trouvé un espace, un lieu. Donc la possibilité de créer des espaces publics, des lieux publics pour que les gens puissent se rencontrer tous ensemble. Mais j'ai trouvé aussi un lieu qui est le processus où les gens se rencontrent, se connaissent. Ça, c'est une photo d'une partie d'un quartier de Caracas. Ici, on a impliqué environ 200 bénévoles que chacun d'eux ont raconté une histoire et dans une échelle de ces marches, la plus belle chose, c'était que pour les garçons, pour les jeunes, a été la perception de l'école et de l'échelle. Ici, il y a 2 jeunes. L'un vient d'un immeuble d'un immeuble VIP de la ville. Et en venant de ce quartier, il s'est rendu compte que son image de cette zone était différente. Il s'est rendu compte que même si ce quartier était pauvre, il y avait une communauté. Et à la fin, au final, quand il descendait et quand il montait de cet escalier, on le saluait avec son prénom. Et lui, il nous racontait, l'autre, que c'était une zone la plus riche, mais personne ne te connaît, donc personne ne te dit bonjour. Et donc cet escalier, c'est comme les couloirs où il habitait. Mais la différence, c'est que dans ce quartier, tout le monde se connaît vraiment. Les gens se connaissent vraiment. Et donc, grâce à cette expérience communautaire, j'ai eu l'occasion de faire une expérience qui m'a vraiment marqué dans le fond. Je me suis rendu compte qu'ainsi faisant, les jeunes se sont mis en condition où ils peuvent changer. Donc ici, on voit une fille qui est en train d'inaugurer le lieu qu'ils ont créé eux-mêmes. C'est l'une des premières étudiantes qui est devenue assistante dans les lieux où on travaille. Ça, c'est notre fille, Michel, avec laquelle je vais conclure. Et c'est un très beau exemple, très bel exemple pour voir comment on l'a mise en condition de faire quelque chose de beau. Elle était une étudiante qui, au début, elle disait « Je ne suis capable de rien faire ». On était en train de faire des modèles pour différentes propositions. Et elle disait « Je ne suis capable de rien faire ». Mais avec l'aide de quelques amis à elle, elle est arrivée à faire des maquettes pour un terrain de foot. Mais le visage heureux,
qui m'a montré quand il a vu la maquette réalisée a été le fait qu'elle m'a fait rendre compte qu'elle était capable enfin de faire quelque chose. Mais après une année, on était en train de faire un laboratoire dans sa communauté, la communauté où elle vit Michel. Michel était une des villes les plus grandes en ce moment-là, les plus vieilles. C'était un soir, on était en retard et on était inquiet parce qu'on était en retard dans la consigne. Elle m'avait dit, laisse-moi les instructions, laisse-moi les plans. Et moi, durant le week-end, je vais finir le travail. Donc, il y a 2 ans avant, cette fille se sentait d'être capable de rien faire. Et là, elle se sentait d'être capable de terminer un lieu nouveau. Donc ça me fait comprendre comment c'était important de prendre avec nos propres mains en faisant les choses. Et comme ça, on comprend qu'on peut vraiment changer ce qui ne nous plaît pas de notre communauté. Donc pour conclure, cette histoire de Michel est l'histoire et mon histoire, c'est mon histoire que j'ai vécue dans un pays qui a beaucoup de difficultés. Mais quand on commence à faire les choses petit à petit, on se rend compte que pas après pas, on peut changer quelque chose. Donc ce sentiment, ce ressenti d'appartenance comme personne me donne la possibilité de continuer à travailler pour changer petit à petit les choses. Merci beaucoup. Alejandro, nel 2000. Alejandro, en 2012, nous avait raconté le départ de l'expérience de Trabajo y Persona. Il est ici après quelques années et le monde a complètement changé. Tu n'aurais jamais pensé à ce qui s'est passé maintenant. Je suis très contente et très curieuse d'entendre son expérience. Et ce qui me touche tout le temps de lui, à chaque fois de lui, est ce désir qui se transforme en capacité de établir des liens avec tout le monde. Alejandro nous présente toujours des amis comme ceux que nous avons à nos côtés maintenant. Je comprends que Trabajo y Persona est une histoire de fidélité et d'amitié. Vas-y, raconte-la. Merci beaucoup. Nous pouvons terminer la rencontre maintenant parce que je suis déjà hyper content d'avoir entendu Sumito et Anna, qui sont des grandes amies à moi. Ils m'ont aidé à regarder le meeting et la vie d'une façon différente. Je vais être très vite. Je suis un ingénieur, donc je dois mesurer mon temps, je dois prendre mon temps. Je vais commencer avec cela parce que j'avais compris que le temps est ce que peut être mesuré grâce à la montre. Mais ce qui dit le pape François est quelque chose de différent, très différent. Ces années m'ont aidé, ces rapports et cette méthode de la rencontre, d'aller à la rencontre des amis comme eux et de continuer à travailler. L'histoire de Trabajo y Persona, une histoire de rencontre. La phrase du pape François disait « La vie n'est pas du temps qui passe, mais le temps pour la rencontre ». Cette sœur est Mère Cristiana Picardo, elle a été à Vitorquiano pendant des années. Maintenant, elle est au Venezuela. Elle a 94 ans. Grâce à elle, j'ai commencé Trabajo y Persona. Elle est une mère chrétienne, mais elle est comme une deuxième mère. Elle s'appelle Cristiana. Elle m'a fait comprendre le sens de la prière et le rapport avec le mystère. Le rapport entre le mystère et le travail, surtout. Cette année, j'ai vu retourner ici avec toute l'équipe de Trabajo y Persona pour rencontrer les sœurs. Il y a des croyants, des non-croyants, des personnes d'autres religions. Ceux qui travaillent avec moi, aucun d'entre eux fait partie de CL.
mais ils ont juste le désir de travailler, de faire quelque chose dans leur vie. Mais ces femmes, ces sœurs sont fantastiques. Elles ont un sens de jugement sur la réalité et elles nous ont appris beaucoup de choses. J'ai beaucoup appris aussi grâce à beaucoup de vous qui sont dans la salle. De ce moment est né Trabajo y Persona. Trabajo y Persona est un essai très simple et humble qui ne résout pas les problèmes que l'on a. Vous l'avez déjà vu, on a des problèmes au long terme, mais aussi dans le court terme. Mais qui vise à faire tout le monde protagoniste, à rendre tout le monde des protagonistes pour découvrir la dignité en tant que personne, en tant qu'être humain, dans le travail, en travaillant. Voilà notre but. Voilà le Venezuela. Je ne veux pas faire la publicité de nos points de nos sièges, de là où on travaille, mais quand j'étais en Italie, je connaissais beaucoup d'œuvres sociales, la Piazza dei Mestieri, etc. Et je voulais avoir un centre de travail, un centre d'emploi tropical. J'imaginais cela, la Piazza dei Mestieri, dans des plages tropicaux, à Caracas, je ne sais pas. Après la première année, notre ancien président, appelé Comandante Eterno, a changé une loi et tout l'argent qu'il avait récolté que j'avais récolté avec une loi qui peut être comparée au 5 pour 1000, tout cet argent est disparu. Donc je suis allée dans tout le Venezuela pour voir ce qu'il y avait de bon dans la formation au travail. J'ai rencontré des expériences très belles au milieu d'une pauvreté incroyable. Des œuvres des jésuites, des sœurs, beaucoup de communautés qui avaient une grande envie de travailler, mais qui n'avaient pas une méthode. Grâce à Dieu, le pape Benoît avait prononcé en 2010 une phrase très fameuse. Intelligence de la foi, intelligence de la réalité. Donc, il leur manquait ce passage de méthode. Donc, on a fait des liens entre les entreprises, les universités, les centres de formation. Donc, on a commencé, bref, à travailler ensemble. Cela m'est arrivé comme un don. Donc, j'ai commencé à traverser tout le Venezuela. Voilà, on est en Guajira, sur la frontière avec la Colombie. C'était une zone où le contrebande, le commerce illégal était déjà très répandu. Et ces étudiants en agriculture, dans la photo, vous voyez des étudiants en agriculture. J'étais arrivée à la frontière où il y a beaucoup de conflits et beaucoup de problèmes. Et ces garçons voulaient faire des choses très vite pour gagner très rapidement de l'argent. Mais ils retournaient toujours à l'école. Et c'est quelque chose de très beau parce qu'ils rencontraient dans les pères salésiens, comme le père Paolo, qui est maintenant un évêque de notre diocèse. Ils ont rencontré en Pablo une chose très belle, c'est-à-dire un regard, un espoir différent pour faire d'autres types de travail qui sont légaux. Donc, on a commencé à faire ce type de travail. Le premier est la formation de femmes en situation de vulnérabilité pour devenir coiffeuse. Elle s'appelle Entrepreneur de la beauté. On a le partenaire social de L'Oréal au Venezuela, qui est une marque très importante. On travaille avec eux. Et c'était très beau parce que nous avons trouvé dans un monde qui est un peu superficiel, qui peut paraître superficiel. On a rencontré Jean Cloto, le président de L'Oréal au Venezuela, qui avait les ciseaux d'un esclave qui avait travaillé en Amérique et qui a enterré dans la cathédrale de Saint-Patrick à New York. Et après avoir été libéré comme esclave, il a fondé beaucoup des œuvres sociales. Ils avaient les ciseaux et de ceux d'esclaves. Il m'a donné un livre
J'ai lu ce livre. Maintenant, on est partenaire de L'Oréal et on fait beaucoup de choses avec eux, même dans même dans les moments de difficulté pour L'Oréal en tant qu'entreprise. À droite, vous me voyez. Je voulais vous montrer cette photo avec mes chers amis Iva, parce qu'ici à Cesena, avec Orizzonti, une association avec Confartigianato, la Confédération des artisans italiens, qui sont ceux en bas à gauche. Mon ami, que vous voyez, M. Alberti, a présenté une expérience qui s'appelle La beauté fait du bénévolat, fait de la charité. Quand je suis venue en mai, je me suis rendue dans tous les coiffeurs, sauf Arnaldo. Arnaldo est le champion de coupe en Europe. Il est le capitaine de la... Il a reçu un prix, une médaille d'argent au niveau international. Je suis arrivée, il m'a fait ce look que vous voyez. Ça n'a duré qu'une semaine parce que ce n'est pas trop mon style, mais c'était très beau. Surtout avec Iva et ses collègues coiffeurs, une très belle amitié est née. Et la façon dont on a fait de coopération n'est pas traditionnelle. Au Venezuela, le Venezuela n'est pas un target, une cible de la coopération internationale, parce que nous sommes un pays riche, le PIB par tête est élevé, donc la coopération internationale n'arrive pas. Mais ce type de coopération est plus efficace parce qu'elle met en relation des personnes, qui permet à des gens d'aider des personnes de l'autre partie de l'océan pour faire du travail. Voilà une façon pour faire de la politique totalement révolutionnaire. Voilà la vraie méthode pour faire de la politique. Cela naît dans le temps, comme vous avez vu dans le premier diaporama, grâce à des rencontres qui se développent petit à petit, comme cela était vrai ici au meeting. L'Oréal, cette année, sans vouloir de l'argent, je suis amie de Marriott, le chef d'une chaîne d'hôtels au Venezuela. À Noël, il m'a invité à prendre un petit-déj avec lui. Il m'a dit, nous devons faire quelque chose ensemble, Alejandro. Bah, tu me diras, si je fais un hôtel, ça vous va? On a commencé à parler et je lui ai dit, qui sont tes employés les plus vulnérables? Ceux qui rangent les chambres, qui terminent à 2 heures de l'après-midi. Est-ce qu'ils aiment faire du maquillage, être maquillés? Vous avez vu que les Vénézuéliens, ils aiment. Vous avez vu Anna, ma femme, mes filles. Elles sont très belles, hein? Je dois le dire parce qu'elles vont voir la vidéo, mais sinon j'aurai des problèmes quand je rentre. Marriott n'avait pas d'argent. L'Oréal n'avait pas d'argent. Nous, encore moins. Donc, on a fait un cours d'entrepreneur pour la beauté pour ces femmes. Nous avons donc échangé. L'Oréal a utilisé l'espace de l'hôtel pour faire promotion pour leurs produits à un prix très bas. Comme ça, c'était un échange. Mais le processus de paiement pour L'Oréal est très long. Donc, nous, on a fait le cash flow pour un mois. Et hier, nous avons fait une journée de maquillage pour tous les employés de Trabajo y Persona, plus une rencontre de Noël de Trabajo y Persona dans l'hôtel à 5 étoiles. Donc, c'est très simple. Donc, au Venezuela, on peut faire des choses aujourd'hui. D'autres entrepreneurs très importants sont les entrepreneurs du chocolat. Vous connaissez peut-être cette expérience. On travaille avec la Chambre de commerce italien au Venezuela, la Chambre de commerce française. Toutes les entreprises qui produisent le chocolat au Venezuela. Il y a plus de 1000 femmes.
on lui fait une formation et on les suit pour satisfaire toutes les exigences. Ils font des stages. L'un d'entre eux chez Cioccolato Franceschi, qui est aussi au meeting. Et on va commencer un projet avec l'Union européenne en 6 régions du Venezuela pour aider les personnes à Venezuela qui ont le chocolat le meilleur, qui ont le cacao meilleur, pour avoir aussi le chocolat meilleur. Donc, on veut faire comprendre aux gens que des matières premières, on peut avoir un produit qui est utile à tout le monde. Faire le chocolat vénézuélien est un exemple culturel qu'on veut continuer, qu'on veut développer, qu'on veut rejoindre. Non pas seulement grâce à l'argent de la coopération et avec les entreprises qui ont une grande responsabilité sociale. En 2014, on a commencé avec Maria Fernanda Di Giacobbe, qui a gagné le prix Nobel de gastronomie au niveau mondial. Grâce à elle, j'ai connu Sumito parce qu'ils sont amis. Sumito est le chef de la gastronomie et Maria Fernanda est le chef la plus importante pour le chocolat. Scorso dentro di tutto. On a travaillé, Con on a créé une collection, San Benedetto. On a travaillé avec le chef des employés de Maria Fernanda. Il a lancé son entreprise qui s'appelle Mantoan et on a lancé une collection San Juan, des tablettes avec la noix. La noix n'est pas de Venezuela, mais on a un ami qui nous a donné 40 kilos de noix. Donc, on a décidé que le produit, c'était comme ça. Ce n'était pas une stratégie, mais c'est grâce à une relation qu'on l'a créée. L'année dernière, j'ai eu l'occasion de l'offrir aussi au pape François pour lui raconter cette expérience et lui offrir du chocolat. Un autre projet s'occupe de mécanique. Les installations, les usines de Ford a fermé l'année dernière au Venezuela. Mais il y a toutes les machines qui peuvent construire 50 000 machines, voitures par an. Mais grâce à nos projets, on a fait un diplôme pour les étudiants qui ont abandonné l'école pour qu'ils puissent devenir des mécaniques. On a aussi lancé un programme à l'Université de Valence. Ils n'ont pas fini leurs études, mais on lui a appris un métier. Je voudrais surtout vous raconter ce qui me change, ce qui me touche le plus. Parce que pendant le temps, grâce à ces rencontres, notre vie change. Et la vie de beaucoup de personnes change. Elle s'appelle Valerelis. Elle est une enseignante de Fe Alegria qui fait partie d'une des œuvres les plus grandes des jésuites en Venezuela et dans toute l'Amérique du Sud. Elle est une enseignante. Maintenant, on fait la formation pour les formateurs parce que vu que L'Oréal n'a pas d'argent, mais a les talents et a des bénévoles, nous voulons pouvoir rejoindre plus de personnes grâce à la formation. Il a reçu la formation. Elle habite dans un endroit où il faut 12 heures pour rejoindre le point de formation. Elle a aussi on a commencé des activités avec des communautés. Quand l'Internet fonctionne, grâce à WhatsApp, avec des SMS, elle est connectée à d'autres personnes dans d'autres pays. Et c'est vraiment un réseau d'innovation dans les secteurs populaires basé sur la beauté. Elle m'a dit que la beauté extérieure est le reflet de la beauté intérieure. Donc, moi, je suis arrivée à comprendre beaucoup de choses. Elle s'appelle Mafalda. C'est son nickname, c'est son nom d'art. Elle est seule.
Elle est célibataire et elle a 3 enfants. Elle vit dans un quartier très difficile de Caracas. Sa passion est un art très particulier, très beau. Elle était une de nos élèves. Maintenant, elle fait partie de nos professeurs. Elle enseigne la technique de la couleur pour les cheveux. Elle a des certificats chez L'Oréal et elle donne des cours pour la coloration de cheveux. Une autre femme s'appelle Emma. Maintenant, elle est en Pérou pour analyser le marché péruvien. Elle a gagné le prix d'entrepreneur de l'an de Union Camere. Elle enseigne aux nouvelles entrepreneurs du chocolat. Et l'année dernière, elle a reçu un billet payé pour Paris parce qu'elle a reçu le prix pour avoir produit l'une des 10 meilleures tablettes de chocolat au monde. Elle m'a téléphoné parce que sa maison a brûlé à cause d'un feu. Elle m'a téléphoné en premier, donc j'ai compris que ma mission n'est pas seulement d'enseigner un travail, un métier, mais de proposer ma personne, mon amitié. Quand elle est venue en Italie, elle a rencontré des amis. Au Pérou, elle a rencontré nos amis, donc elle est une femme vraiment fantastique. Emma, qui a commencé petit à petit maintenant à son marque, qui s'appelle Terre de Grâce, qui est le nom consacre au Venezuela, Tierra de Grasa. est le nom de sa collection de chocolat. Elle a déjà inauguré, présenté, voilà les confections. Elle est allée dans beaucoup d'îles comme à Curaçao pour faire des conférences pour comment convertir la matière première en chocolat. José a fréquenté les cours de mécanique. Il a commencé à travailler à 11 ans sans une éducation formelle. Il a déjà une entreprise enregistrée. Il a son atelier. On l'a aidé avec les fonds, avec l'argent. Les autres garçons sont ceux qui ont participé aussi à nos cours. Ses voisins, qui sont d'autres mécaniciens, l'ont regardé un peu avec jalousie. Donc, il a décidé de faire un cluster, un district de mécanique. Et il a collaboré avec les autres pour faire développer son activité. Je voudrais terminer, je suis désolée pour mon italien, en vous racontant quelque chose très vite. Franco Nembrini est venu chez nous, et je dois le dire, et il a dit: Nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura che la diritta via era smarrita. C'est une partie de l'enfer de Dante. À la fin, Dante dit: j'ai regardé en haut. Et grâce à une phrase finale, j'ai compris que Venezuela pourrait être un enfer. Dante a vu les lumières à l'entrée du paradis. Au Venezuela, qui pourrait être un enfer, mais il y a des choses très intéressantes qui se passent. Des garçons de Communal Libération sont venus chez nous et ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient plus rester au Venezuela, qu'ils voulaient partir parce qu'il y avait trop de manifestations. J'ai parlé avec des amis et nous avons dit: mais pourquoi nous proposons quelque chose à ces garçons, ces étudiants qui sont au dehors de Caracas? On a commencé donc une activité gérée par Claudia, une amie, et on a accueilli 15 étudiants qui font un mois de stage avec des entreprises réelles. Donc, on a proposé une expérience positive au milieu du travail, dans le lieu du travail. Étant donné le manque de nourriture, à la droite, vous voyez Baltasar Porres, le cardinal d'une ville près de Caracas. Donc, beaucoup de choses ont été faites par l'Église, par nos amis, pour les communautés plus pauvres.
par exemple, la fondation d'une cantine. C'est le cardinal aussi qui a offert la nourriture. Ils mangent, ils sont pauvres, mais ils mangent et ils ont de la dignité. La table est propre et leur permet de manger avec dignité. La foi ne peut aller d'un côté, ne peut aller dans une direction et la vie de l'autre. Donc, voilà une façon intelligente pour proposer le christianisme. Après, il y a des milliers de personnes qui, face à cette crise, ont inventé des initiatives fantastiques de solidarité. Vous voyez des initiatives, des propositions d'étudiants universitaires qui veulent aider tous ceux qui sont blessés pendant les manifestations. La police comprise. Parce que les personnes pendant les manifestations, tout le monde peut être blessé et donc ils ont pensé de proposer de fonder une expérience, un centre d'accueillance et de soins où ils préparent de la nourriture et la offrent aux personnes qui mangent des déchets. Il y a beaucoup de Vénézuéliens dans le monde qui ont émigré. Ici en Italie, un ami qui est venu pour la première fois au meeting l'année dernière, le projet Ali pour le Venezuela est né et grâce aux banques pharmaceutiques, on a commencé un travail très beau pour aider beaucoup de communautés, hôpitaux, Caritas, pour faire arriver les médicaments au Venezuela dans ce moment très difficile. Donc, je remercie vraiment l'organisation du banque pharmaceutique. Si vous voulez faire de dons, vous pouvez le faire online. C'est de la pub, mais c'est une façon très concrète pour aider dans une situation grave comme celle que nous vivons au Venezuela. La dernière publicité, je vous promets, j'ai amené tous ces chocolats au meeting. Donc, allez-y. Ceux qui souhaitent l'acheter, à la fin de la conférence, il y a ces chocolats qui sont fantastiques. Mais surtout, il y a le courriel et l'Instagram. Pourquoi je vous dis cela? Parce que les femmes qui produisent ce chocolat aimeraient beaucoup si, quand vous le mangez, vous prenez une photo et vous taguez Trabajo y Personas sur Instagram. Pourquoi? Parce que la chose la plus belle pour ces femmes, quand je vais de partout dans le monde, ils veulent voir le sourire que leur travail produit quand le travail fait partie d'un autre. Vous devez le manger, donc ça fera vraiment partie de vous. Donc le travail d'une femme de la favela fera partie de votre vie quand vous mangez ce chocolat. Voilà une façon d'être ensemble très fantastique. Bref, je termine avec ça. Parce que ce qui a été dit par Sumito et Anna est vrai. Ceux qui comprennent les dépendances du mystère ne peuvent pas éviter de comprendre que même dans une situation très difficile comme la nôtre, il y a la possibilité, non pas seulement d'un avenir, mais d'un présent extraordinaire pour vivre le bonheur ici, maintenant. Merci. Bravo Alejandro. Bravo. Io penso Je pense que tout le monde, nous sommes vraiment touchés et on sort d'ici changé
du témoignage de nos amis. Donc, je ne sens pas d'ajouter quelque chose, sauf que nous avons vraiment fait, nous avons vraiment touché ce qui est dans le mystère du corps de l'homme, parce qu'il y a une irréducibilité dans le désir de bien, un désir de relation, de rapport, où on rencontre, comme Sumit le disait, je ne me suis pas converti pour beaucoup de raisons. Je me suis converti parce que j'ai vu des gens chrétiens qui étaient chrétiens. Donc, où on rencontre des personnes qui sont à la hauteur de leur désir, qui sont passionnées à elles-mêmes, disponibles dans un rapport désireux d'un bien. Et ce changement est contagieux. Ça fait changer. Donc, je vous remercie beaucoup. Et bien évidemment, j'invite tout le monde à goûter le chocolat d'Alejandro et laisser un petit offre, un petit don, parce que vous savez qu'il y en a besoin. Et pour la même raison, nous tous, on vous invite, on se sent co-responsable à la construction du meeting, donc ce n'est pas formel de dire donner, donnons. Mais le fait de dire donner au meeting, c'est une chose qu'on sent qui est nôtre, donc c'est l'occasion. Et je pense aussi que pour vous, c'est important qu'il y ait un meeting, comme exactement c'est important le fait qu'il y a le trabajo et persona. Donc allons et donnons chocolat. Donc, pouvez-vous me reprendre à ce moment-là? Pouvez-vous me faire une photo? Donc, tout le monde peut comprendre quelle est l'app pour donner des médicaments aux amis de Venezuela. Merci.